Madame Béatrice, vous êtes prête à commencer dans une petite minute? Bonjour, bonjour, bonjour à tous et à tous et à toutes. Je suis Bonjour. un instant, je vais recommencer, excusez-moi, je vais mettre la caméra. Et voilà. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis Béatrice Ndaïwambayo, programme manager chez Pathfinder, projet droit en santé sexuelle et reproductive des ados et adolescents, des ados et jeunes, qui a été financé par la Fondation Packard. C'est vraiment avec une grande émotion que je prends la parole aujourd'hui pour vous raconter l'histoire du projet DSSR Ados Jeunes, un projet qui a marqué ma vie professionnelle et personnelle et qui, je le crois profondément, a changé le destin des milliers de jeunes à Kinshasa. C'est un projet né d'un besoin criant. En 2015, nous avons lancé ce projet avec une ambition forte: garantir aux adolescents et jeunes de 15 à 24 ans un accès équitable et universel à des services de santé sexuelle et reproductive. À cette époque, les jeunes étaient confrontés à une réalité difficile: peu d'espace pour s'exprimer, des services de santé peu adaptés à leurs besoins, une forte stigmatisation autour de la sexualité et un silence pesant sur les questions d'avortement et des violences basées sur le genre. Je me souviens d'une visite dans un centre de santé en Guéringéry où une jeune fille m'a dit: Ici, je peux parler sans avoir peur. Cette phrase, simple mais puissante, résume l'essence même de notre mission. Diapo, s'il vous plaît. Je m'excuse. Je m'excuse infiniment. Désolée. J'avais déjà commencé ma présentation, je me suis trompée. Je m'excuse. Donc, je recommence. Voilà, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à ce webinaire consacré à l'héritage du projet Droit en santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes, une initiative phare portée par Pathfinder avec le soutien de la Fondation Packard. Ce projet a marqué une décennie d'engagement pour les droits et la santé des jeunes à Kinshasa. Nous allons vivre ensemble 90 minutes de partage, des témoignages et des perspectives avec des intervenants passionnés et des récits inspirants. Pour ouvrir cette session, j'ai le plaisir de céder la parole à Dr Marie-Claude Mouy Kaboulepa, directrice pays de Pathfinder en RDC,
qui va vous présenter les objectifs du projet et du webinaire. Je m'excuse encore une fois pour la petite anticipation. Merci, docteur Marie-Claude, à vous la parole. Vous avez 5 minutes. Merci, Béatrice. Bonjour à tous et à toutes. C'est avec une grande joie que je vous accueille à ce webinaire consacré à, à l'héritage du projet DSSR Ados Jeunes, qui a été mis en œuvre par Pathfinder pendant 10 ans avec l'appui financier de la Fondation PACAD. Donc, ce webinaire marque la fin de ce projet qui a évolué en phase de 2 années depuis 2015 et donc jusque maintenant en 2025. Ce projet a visé à garantir aux jeunes et adolescents de la ville de Kinshasa en général et plus particulièrement ceux des zones d'intervention un accès équitable et universel à des soins de santé sexuelle et reproductive, à des services de santé sexuelle et reproductive de qualité, sans discrimination, sans stigmatisation. Et aujourd'hui, nous allons revisiter ce parcours, les différentes étapes, les grandes étapes de ce projet et ses résultats, ses innovations, mais aussi les défis, mais avec un accent particulier sur les perspectives pour la pérennisation de ces acquis. Merci. Laissons la parole aux présentations. Les différents intervenants vont nous faire parcourir un peu et nous passer à travers les différentes étapes de ce projet. Merci, Béatrice, à vous la parole. Merci. Merci, merci, docteur Marie-Claude. Merci beaucoup. Alors, je vous invite maintenant à un voyage à travers 10 années d'impact que j'ai eu le privilège d'accompagner en tant que project manager pour ce projet. Ma présentation retrace les grandes étapes du projet DSSR Ados Jeunes, ses résultats, ses innovations et les leçons que nous allons en tirer pour l'avenir. Donc, je reprends la parole pour ce que j'avais anticipé. Donc, je disais donc que je me souvenais d'une visite dans un centre de santé d'Engiringiri où une jeune fille nous avait dit, ici, je peux parler sans avoir peur. Donc, je disais que cette phrase simple mais puissante résume l'essence même de notre mission. Diapositive, s'il vous plaît. Voilà. Le projet est un projet, je vais attendre la diapositive, s'il vous plaît. D'accord. Nous avons ce projet qui est un projet qui est une construction progressive. Vous pouvez voir sur notre diapositive que c'est un projet qui avait comme objectif ultime assurer un accès équitable et universel à des services de santé sexuelle et reproductive de qualité, y compris les soins après avortement pour les jeunes âgés de 15 à 24 ans. Donc, nos bénéficiaires directs, c'était des jeunes vivant dans la zone de santé soutenus par PACARD depuis 2015. Il s'agit de Massina 1, de Matete et d'Engiringiri. Le projet était multiphase. Nous avons eu 6 phases
dont vous voyez les étapes ici. Je vais passer d'une phase à l'autre. Accompagnez-moi comme si nous sommes en train de marcher pour pouvoir passer à travers euh, ce projet. Diapositive, s'il vous plaît. Donc, la première phase qui a commencé en janvier 2015 jusqu'en décembre 2016 a été principalement pour aménager les coins des jeunes dans les 6 établissements de santé situés dans les 3 zones de santé dont je viens de vous citer dans la ville de Kinshasa. Ces espaces ont été conçus pour offrir un accueil chaleureux, confidentiel et adapté aux jeunes. Il ne s'agissait pas seulement des murs et des chaises, mais d'un changement de culture. Former les prestataires, sensibiliser et former le personnel non médical, équiper les centres en matériel adapté et surtout écouter les jeunes. Diapositive, s'il vous plaît. Nous avons lancé dans la phase 2 qui commence de janvier 2017 en décembre 2018, nous avons lancé un pilote de réduction des méfaits liés aux avortements à risque. Une histoire me revient, c'est celle d'une jeune fille qui était forcée de se marier à son oncle pour régler une dette familiale. Elle est tombée enceinte et elle ne voyait aucune issue. Eh bien, grâce à ce projet, elle a pu recevoir des soins sécurisés, reprendre ses études et retrouver sa dignité. Ce pilote a permis à 70% des jeunes femmes d'interrompre leur grossesse en toute sécurité et 98% ont adopté une méthode contraceptive moderne par la suite. Diapositive, s'il vous plaît. Nous allons dans la troisième phase de janvier 2019 à décembre 2020. Nous avons intégré les jeunes vulnérables dans le projet, notamment les jeunes sourds et muets, ceux qui vivent avec un handicap, nos amis albinos, les jeunes de la rue ont été consultés, écoutés et impliqués dans le projet dans leur communauté. Nous avons formé des prestataires en santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes, adapté les services destinés aux jeunes et créé un conseil consultatif pour que leur voix soit entendue. Diapositive, s'il vous plaît. Nous cheminons vers la phase 4 de janvier 2021 à décembre 2022. Nous avons évalué l'approche des coins des jeunes avec le Programme national de la santé des adolescents. Les résultats ont confirmé leur efficacité. Les jeunes préfèrent ces espaces pour leur accessibilité, leur écoute et la qualité des conseils reçus. Une jeune participante a dit, avant, je ne savais rien sur la sexualité. Maintenant, je suis informée. Je me protège et j'en parle à mes amis. Diapositive, s'il vous plaît. Nous cheminons dans la phase 5 de janvier 2022 à octobre 2024. Nous avons renforcé les services de santé sexuelle et reproductive avec la continuation de la formation des partenaires, des prestataires, pardon, en SSRH, donc santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes, la formation de 20 prestataires en langue des signes pour faciliter la communication et garantir la confidentialité des jeunes sourds et muets. Nous avons distribué plus de 8000 bons de services gratuits. Et puis, nous avons fait le renforcement du mentorat des pères éducateurs. Une prestataire nous a confié, euh, avant, je ne savais pas comment aider une personne sourde. Aujourd'hui, je peux la recevoir, la comprendre
et lui offrir des soins dignes. Diapo, s'il vous plaît. Notre dernière phase, la phase 6 de novembre 2024 à octobre 2025. Dans cette phase, nous avons simplement entamé la remise du projet au gouvernement et aux organisations locales. Les pairs éducateurs ont été intégrés dans les cellules d'animation communautaire. Les structures locales sont désormais membres des plateformes de coordination de la santé sexuelle et reproductive. Ce transfert est une étape cruciale pour garantir la durabilité des acquis. Alors, diapo, s'il vous plaît. Nous allons aux résultats. Nos résultats parlent d'eux-mêmes. En 10 ans, nous avons eu 111 756 adolescents et jeunes qui ont été atteints avec des informations sur la santé sexuelle et reproductive. Nous avons eu 181 273 000 jeunes qui ont eu accès à nos services de santé sexuelle et reproductive. Ce chiffre, c'est le total des visites des jeunes au coin, des jeunes euh, de la SGPV, des conseils, le VIH, les soins après avortement, les infections sexuellement transmissibles et la planification familiale. Nous avons distribué des milliers de contraceptifs. Nous avons offert, dans notre première phase et deuxième phase, nous avons offert des soins à 648 survivantes des violences basées sur les genres jusqu'à l'inculpation des auteurs. Et dans notre quatrième et cinquième phase, nous avons eu 92 jeunes qui ont reçu des soins complets d'avortement. N'oublions pas que c'est dans nos 3 zones de santé uniquement. Nous avons également formé 40 prestataires par phase pour un total de 200, 75 pères éducateurs par phase pour un total de 375. Donc, je compte 5 phases, je ne compte pas la 6e phase qui était juste la phase de finalisation. Donc, ces chiffres ne sont pas que des statistiques, ce sont des vies transformées, des jeunes protégés et des familles renforcées. Diapositive, s'il vous plaît. Les innovations qui ont fait la différence de notre projet incluent euh, ceci. Le projet s'est distingué par l'introduction de plusieurs innovations majeures qui ont véritablement transformé l'approche en matière de santé sexuelle et reproductive des jeunes. L'intégration de la formation en langue des signes a marqué une avancée significative vers une plus grande inclusion, permettant aux jeunes en situation de handicap auditif d'accéder aux informations et aux services essentiels. Par ailleurs, le mentorat des jeunes champions a renforcé leur leadership et leur capacité à porter le plaidoyer au sein de leur communauté, créant ainsi une dynamique positive et durable. La mise en place des bons de services gratuits a facilité un accès confidentiel et sans barrière financière aux soins, contribuant à une meilleure équité dans l'offre de services. Et enfin, la création d'un conseil consultatif des jeunes a permis une co-gestion du projet avec les bénéficiaires eux-mêmes, assurant que leur voix soit entendue et que leurs besoins soient au cœur des décisions. Ces innovations ont été saluées par nos partenaires et reprises comme modèle dans beaucoup d'autres initiatives. Diapo, s'il vous plaît. Le plaidoyer a été au cœur de notre action. Grâce à nos partenaires, le protocole de Maputo a été publié dans le journal officiel autorisant l'avortement dans les cas de viol,
d'inceste ou de danger pour la santé de la mère. Nous avons aussi contribué à la validation des premières normes cliniques nationales pour les soins complets d'avortement en RDC. Ce travail de fond mené avec la coalition, avec des coalitions comme la CGND, la coalition des grossesses non désirées, CAFCO et l'ISADEL, a permis de faire évoluer le cadre juridique et de garantir le droit des jeunes. Nous avons quelques témoignages qui inspirent. Je vais juste vous en lire un seul. Je ne savais pas grand-chose sur la sexualité, mais maintenant je suis bien informée. Je viens avec ma petite amie et nous utilisons une double protection. Ça, c'est un jeune participant qui témoigne. Donc, ces récits sont le cœur battant du projet. Ils nous rappellent pourquoi nous faisons ce travail. Diapo, s'il vous plaît. Nous ne pouvons pas parler, nous ne pouvons pas travailler, nous ne pouvons rien faire sans nos partenaires. Nous tenons vraiment à exprimer notre profonde gratitude à l'ensemble de nos partenaires institutionnels, communautaires, techniques et financiers pour leur engagement indéfectible, leur collaboration précieuse et leur soutien constant tout au long de ces 10 années de mise en œuvre. Grâce à vous, des milliers de jeunes ont pu accéder à des services de santé sexuelle et reproductive de qualité dans un environnement respectueux, inclusif et bienveillant. Permettez que je passe rapidement à travers le tableau. Donc, nous avons la catégorie des partenaires institutionnels et techniques. Je cite le ministère de la Santé, évidemment, le Programme national de la santé de l'adolescent, le Programme national de la santé de la reproduction, la Division provinciale de la santé de Kinshasa, incluant les zones de santé. La catégorie d'organisations locales partenaires, nous avons, si je ne savais, CAFCO, l'ISADEL, Wimba Texas Fondation, donc la Fondation Wimba Texas, International Youth Alliance for Family Planning, YAF, Debout et Fier, Village Mondeko, Sénaprofit, Jenny Alizim, que je salue. Les organisations, la catégorie des organisations internationales et ONG, évidemment notre bailleur des fonds, la Fondation David et Lucille Packard, IPAS, MSI, UNFPA et Médecins du Monde. Nos groupes de coordination, la catégorie des groupes de coordination et plaidoyer, évidemment, je recite Coalition de lutte contre les grossesses non désirées, le CTMP, PF Kinshasa et le groupe de travail sur la santé et le bien-être des adolescents et jeunes. Tout ce que je peux dire humblement, c'est un grand merci à nos partenaires. Diapo, s'il vous plaît. Nos perspectives et appels à l'action. Alors que nous tournons la page de ce projet, nous devons penser à l'avenir. Le modèle des coins des jeunes doit être étendu à d'autres provinces. Les organisations locales doivent être soutenues et renforcées. Le plaidoyer doit continuer pour que les droits des jeunes soient respectés partout en tout temps. Ce projet nous a montré que l'inclusion, l'écoute et la co-construction sont les clés du succès. Il nous a appris que les jeunes ne sont pas seulement des bénéficiaires, mais des acteurs de changement. Diapo, s'il vous plaît. Je vais chuter en concluant que je tiens, encore une fois, à remercier tous les partenaires, les jeunes, les prestataires, les institutions et bien sûr l'équipe de Pathfinder. Ce projet est un héritage collectif, un exemple de ce que nous pouvons accomplir ensemble. Continuons à bâtir une société où chaque jeune peut accéder à des services de santé sexuelle et reproductive sans discrimination, sans jugement et avec dignité. Je vous remercie. Alors, je reprends mon bâton de modérateur maintenant. Voilà, nous allons passer maintenant
à la mise en œuvre terrain. Nous allons maintenant passer à la vision stratégique. Nous allons passer de la vision stratégique à la réalité du terrain avec Albertine Mavinga, spécialiste en violence sexuelle et basée sur le genre, qui dans ce projet était la dame du terrain. Il va nous parler des activités communautaires, de l'inclusion des jeunes marginalisés et des défis rencontrés. Albertine, à vous la parole. Merci beaucoup, Madame Béatrice, pour la parole que vous m'accordez. Je salue encore les participants, tous qui sont en train de nous écouter en ce moment. Comme elle a dit, je suis Albertine Mavinga, la conseillère technique qui a commencé avec Madame Béatrice et qui termine avec elle pour la clôture de ce projet aujourd'hui. Je vais vous parler de la mise en œuvre des activités, comment nous avons mis en œuvre ce projet et les défis que nous avons rencontrés tout au long de ces 10 années. Diapositive. À titre d'introduction, nous disons que la mise en œuvre de ce projet que nous sommes en train de présenter aujourd'hui s'est articulée autour de 3 composantes. Il y avait la composante clinique qui avait trait à tout ce qui était l'offre de services dans le coin de jeunes. Nous avons la composante mobilisation communautaire qui a permis de créer la demande auprès des jeunes qui devaient à leur tour participer aux activités, aller solliciter les services au niveau des structures, c'est-à-dire le coin des jeunes. Nous avions aussi la composante plaidoyer qui nous a permis de déblayer l'environnement favorable pour que les jeunes accèdent sans crainte, puissent bénéficier de leurs droits en matière de santé sexuelle et reproductive. Comme l'a dit Madame Béatrice, ce n'était pas facile parce que les jeunes, dans notre environnement, n'avaient pas droit au service de santé sexuelle. Ils étaient stigmatisés, on les pointait du doigt. Alors, ce projet est venu comme une lumière qui a permis à nos jeunes de pouvoir aujourd'hui solliciter des services sans crainte au niveau des coins des jeunes que nous avons aménagés. Dia. Suivant. Donc, dans cette mise en œuvre, je vais parler des stratégies que nous avons utilisées pour que nous puissions avoir les résultats que Madame Béatrice venait de présenter. Nous avons utilisé plusieurs stratégies, mais les plus marquants, les plus importants, les stratégies phares que nous pouvons citer, c'est le renforcement des capacités des prestataires, tant des prestataires cliniques que des prestataires communautaires. Et dans le cadre de ce projet, il y avait une nouveauté. Nous avons même renforcé les capacités du personnel non médical. Parce qu'il était constaté que le personnel non médical, c'est-à-dire les portiers, a été constitué parfois une barrière pour l'accès des jeunes au niveau des structures de prise en charge. L'autre stratégie, c'était l'approvisionnement en médicaments, parce que si vous renforcez les capacités des prestataires et que vous demandez aux gens de venir utiliser les services, s'il n'y a pas de médicaments, c'est quelque chose qui ne peut pas marcher. Nous avons approvisionné en médicaments de base sur la prise en charge des IST et nous avons aussi approvisionné en contraceptifs et nous avons aussi équipé les coins de jeunes qui étaient aménagés, nous les avons équipés en matériel pour la prise en charge des soins complets d'avortement et les soins après avortement. L'autre stratégie, c'était l'offre de services cliniques dans le coin des jeunes et en stratégie avancée. Parce que comme l'a dit Madame Béatrice, notre projet était centré sur 3 zones de santé, mais nous avons eu d'autres partenaires, les jeunes, les organisations de jeunes qui nous ont accompagnés dans ces projets, qui étaient affiliés à ces projets, leur localisation était très loin des coins de jeunes qui étaient aménagés. Et il était important que nous puissions adapter des stratégies qui peuvent leur permettre à ces jeunes qui puissent aussi bénéficier des mêmes soins que les autres en organisant des activités en stratégie avancée. L'autre stratégie, c'est l'inclusion des groupes marginalisés. Ce projet, vraiment, c'est un projet qui a permis aux jeunes marginalisés, par exemple, on a parlé de sourds-muets, ça leur a permis d'accéder aux soins parce que jusque-là, ils n'avaient pas
ils n'étaient même pas intéressés d'aller au centre de santé parce qu'ils savent que s'ils y vont, ils seront stigmatisés, ils ne vont pas recevoir les soins comme ils les entendent. Et avec l'inclusion, chaque groupe était sensibilisé, chaque groupe avait la possibilité maintenant de faire entendre sa voix et de bénéficier des services qui étaient offerts dans le cadre de ce projet. Il y avait la sensibilisation pour créer la demande. Nous avons sensibilisé beaucoup dans les églises, nous avons sensibilisé dans les écoles. Toutes ces activités de sensibilisation avaient comme mobile de pouvoir donner l'information et orienter les jeunes à problème vers les structures de prise en charge. Il y avait aussi la stratégie spécifique à ce projet, la distribution de coupons rabais qui permettait aux jeunes démunis de pouvoir accéder aux soins sans payer la fiche de consultation, parce que dans le cadre du projet, la fiche de consultation était payante, mais les jeunes qui n'avaient pas assez de moyens avaient des difficultés pour accéder, et nous avons initié cette stratégie de distribution des coupons rabais qui a permis à plusieurs jeunes de pouvoir accéder aux services dans le coin des jeunes. Le partenariat était aussi une grande stratégie que nous avons utilisée dans le cadre de ce projet. On ne pouvait pas atteindre tous les résultats par nous-mêmes. Il a fallu des coalitions se coaliser pour que nous puissions atteindre certains résultats, comme particulièrement dans le cadre de l'environnement politique qu'il fallait un peu changer. Notre stratégie, c'était l'évaluation périodique des activités. L'évaluation périodique des activités pour nous assurer que nous étions dans le bon, que tout ce qui était planifié était en train de se dérouler comme nous le désirions. Le développement du plan de pérennisation aussi, c'était une grande stratégie qui nous permet de croire qu'après le projet, les activités ne vont pas s'arrêter et que les jeunes vont continuer à bénéficier des services et que le gouvernement va continuer à accompagner ces points de jeunes que nous avons mis en œuvre, que nous avons aménagés dans les 3 zones de santé. Suivant. Comme nous avons parlé des 3 composantes, la composante clinique, quelles sont les activités que nous avons réalisées pour atteindre les résultats qui vous ont été présentés? Nous avons formé, nous avons organisé la formation de base à SSRAGE, santé sexuelle et reproductive adaptée aux jeunes et adolescents pour les prestataires cliniques. Nous avons formé le personnel non médical en accueil pour qu'ils puissent bien accueillir les participants qui viennent pour solliciter les services. Et il est noté qu'à chaque phase, nous avons recyclé les personnels pour nous assurer qu'ils continueront à offrir les services de qualité selon les objectifs que nous sommes fixés aux jeunes qui sollicitent les soins dans le coin des jeunes. Et à chaque session de formation, nous avons inclus la clarification des valeurs, les modules de clarification des valeurs et transformation des attitudes. Ça, c'est pour que nous ayons des prestataires capables d'offrir des services sans discrimination, en dissociant leurs valeurs personnelles et avec les exigences professionnelles. Nous avons organisé les services de santé sexuelle dans le coin des jeunes sans discrimination. Donc, tous les jeunes qui avaient des problèmes et qui venaient au coin des jeunes étaient reçus de la même manière, de la même façon, et ils avaient les mêmes avantages sans discrimination. Surtout que nous avions déjà formé les prestataires qui, dans ce que nous leur avons donné comme contenu de matière, savaient déjà que les jeunes devaient être reçus sans discrimination. L'offre de services de planification familiale, nous avons organisé les activités de l'offre de services de planification familiale et la prise en charge syndromique des infections sexuellement transmissibles. Il a été noté au cours de la mise en œuvre de ce projet que la porte d'entrée des jeunes pour solliciter les soins, c'était les infections sexuellement transmissibles. Et nous avions suivi les protocoles du gouvernement. Nous avons mis à la disposition des prestataires et des coins de jeunes les produits pour prendre en charge les jeunes qui venaient. Et aussi, nous avons étendu cela jusqu'en stratégie avancée en faveur des jeunes marginalisés. Comme je vous ai dit tout à l'heure, les jeunes marginalisés
les organisations affiliées au projet se trouvaient parfois à des kilomètres par rapport aux coins de jeunes que nous avons aménagés. Il était difficile que les jeunes qui étaient sensibilisés au niveau des organisations marginales puissent accéder facilement dans le coin des jeunes. Ainsi, nous avons mis cette stratégie avancée pour ramener les services vers cette population-là qui en avait aussi besoin. Nous avons approvisionné périodiquement en contraceptifs et en produits de base des infections sexuellement transmissibles. L'approvisionnement, les produits contraceptifs, les condoms féminins, les condoms masculins, les pilules, les injections et les implants nous ont été octroyés par l'UNFPA. C'est un partenariat nous avons fait un partenariat avec l'UNFPA pour nous aider à avoir les contraceptifs que nous avons mis à la disposition des coins de jeunes au bénéfice de ces jeunes que nous avons sensibilisés. Il y avait aussi, par rapport à la composante clinique, il y avait la supervision conjointe périodique des activités. Comme vous savez, on ne peut pas mener des activités si on ne les supervise pas, on ne sait pas si elles se déroulent correctement, est-ce que les prestataires font le travail comme il le faut. Donc, il a fallu qu'on ait des supervisions périodiques menées au niveau des zones de santé, menées au niveau des structures par les 3 niveaux de la pyramide sanitaire. Donc, le niveau national a supervisé les activités, le niveau provincial, à travers la DPS, ils ont aussi supervisé les activités que nous avons menées, et puis les zones de santé, à leur tour, ont aussi effectué des supervisions périodiques, et c'est ce qui nous ont permis que nous puissions nous assurer que le travail s'est déroulé correctement avec des résultats qui venaient de vous être présentés. Yeah. La deuxième composante, c'était la composante, comme je l'ai dit, communautaire, mobilisation communautaire. La composante mobilisation communautaire avait comme mobile de pouvoir créer la demande. La demande auprès des jeunes qui ont des problèmes pour qu'ils puissent solliciter les soins dans le coin des jeunes que nous avons aménagés. Pour eux aussi, nous avons fait la formation des pères éducateurs. Madame Béatrice vous a dit que nous avons formé, à chaque période, on a formé 75 pères éducateurs disséminés dans les 3 zones de santé, incluant les pères éducateurs qui venaient des organisations marginalisées. Nous les avons formés dans quelle thématique? La thématique SSRAGE, la péréducation principalement, et les techniques de communication, parce qu'ils sont censés communiquer avec les jeunes. Ils doivent connaître les techniques de communication pour qu'ils soient capables de bien travailler et amener les jeunes vers les structures pour qu'ils puissent bénéficier des soins dont ils ont besoin. Et eux aussi, dans leur formation, nous avons inclus les CVTA, donc la clarification des valeurs et la transformation des attitudes comme thématique. Les jeunes, comme ils doivent se prendre aussi en charge, continuer les activités dans leurs organisations respectives et promouvoir leurs activités dans leurs organisations respectives, nous les avons aussi capacités en leadership, plaidoyer et leadership, et aussi la mobilisation des ressources. Parce que nous pensons que même aujourd'hui, après leur formation, nous savons qu'il y a beaucoup de jeunes, beaucoup d'organisations qui ont commencé même à mobiliser les ressources d'eux-mêmes et leurs activités se déroulent correctement. Nous avons également organisé au niveau pour la mobilisation communautaire, la composante communautaire, nous avons aussi organisé des clubs de jeunes, dont Mme Béatrice aussi venait de parler aussi, des clubs de jeunes pour permettre aux jeunes d'avoir un espace pour échanger, des moments pour échanger sur leurs besoins et leurs problèmes et se donner des conseils mutuellement. Mais la thématique, à chaque activité de ces jeunes-là, leurs activités principales, on a ajouté les informations sur la santé sexuelle et reproductive et on leur disait où ils peuvent solliciter les soins quand ils ont besoin, quand ils ont des problèmes de santé sexuelle et reproductive. Pour chaque trimestre, nous organisions des remises à niveau en faveur des pères éducateurs, parce que nous voulons vraiment les capacités en tout, qu'ils soient capables réellement de pouvoir donner la vraie information à leurs pairs. Ils étaient capacités chaque trimestre au regard des plans de travail qu'ils élaboraient trimestriellement. Ces plans de travail étaient centrés sur les thématiques qui devaient être exploitées pendant la période, c'est-à-dire trimestriellement.
je donne un exemple, si c'est la thématique par rapport aux violences sexuelles ou la thématique par rapport à la prise aux grossesses non désirées, pendant ce trimestre, on doit leur remettre à niveau sur ces thématiques pour nous assurer que quand ils vont travailler correctement avec des informations fiables qu'ils vont donner à leur père. Nous avons mis en place une plateforme au cours de ce projet. Nous avons mis en place une plateforme digitale que nous avons dénommée Bilingue, Misala Bilingue. C'était une plateforme où nous avons mis beaucoup d'informations que les jeunes peuvent utiliser en cliquant, en accédant à bas, et où les activités que les jeunes menaient pouvaient aussi être postées là-dedans et faire les partages entre eux, entre les organisations dans le travailleurs en matière de santé sexuelle et reproductive. Donc, c'était un bon cadre pour tous ces jeunes de s'informer et de s'exprimer et aussi de partager leurs informations. Dans le cadre de la mobilisation communautaire, nous avons également organisé beaucoup de campagnes de sensibilisation. Des campagnes de sensibilisation à plusieurs niveaux, à plusieurs endroits. Nous avons ciblé des écoles, nous avons ciblé des églises et d'autres lieux publics pour donner plus d'informations aux jeunes, parfois qui n'ont jamais accédé, qui n'ont pas pu accéder au point de jeunes, mais qu'on leur donne les informations et les orientations nécessaires pour qu'ils soient capables de savoir où demander les soins quand ils en ont besoin. Nous avons également créé, comme Mme Béatrice l'a dit tout à l'heure, un conseil consultatif qui était composé des leaders de plusieurs organisations de jeunes. Des jeunes qui viennent de l'Église catholique, des jeunes protestants, musulmans et les jeunes qui ont travaillé avec nous. Donc, ces jeunes-là étaient regroupés autour d'un conseil pour qu'ils puissent faire entendre leur voix et planifier des actions qui sont bénéfiques pour leurs organisations respectives. Nous avons fait un accompagnement juridique, surtout la première phase. En tout cas, nous avons accompagné les survivants de violences sexuelles jusqu'à l'inculpation des auteurs. Et ça, c'était vraiment quelque chose qui avait beaucoup donné à notre projet l'admiration de beaucoup de gens, parce que dans la plupart des cas, les cas de violences sexuelles, ça se termine juste à mi-chemin. Mais ce cas, c'est notre projet. Pour la première phase, nous avons suivi les cas jusqu'à l'inculpation des bourreaux. Nous avons aussi distribué à travers, au niveau de coins de jeunes et dans les organisations marginalisées, comme je l'ai dit, les coupons rabais, qui étaient des coupons permettant aux jeunes qui avaient des problèmes de pouvoir accéder aux soins dans les coins de jeunes. La langue des signes, nous avons aussi formé des prestataires en langue des signes. C'était une grande activité, la première, je pense même, parce que dans la plupart des cas, les personnes marginalisées, surtout les personnes qui sont des muets, les personnes muettes, ils avaient des difficultés pour accéder dans le coin de jeunes parce qu'ils devaient être accompagnés. Alors, ils avaient souhaité, dans leur désirata, ils avaient souhaité que nous puissions intégrer la formation des langues des signes pour qu'ils soient capables maintenant d'interchanger avec les prestataires sans embâche. Et nous avons fait cette formation, nous avons ciblé les prestataires de services qui aujourd'hui commencent maintenant aussi à offrir les services aux jeunes sourds-muets sans interprète. Et ça, c'est vraiment une innovation pour le projet de CCRAB. Nous avons organisé des séances de mentorat pour nous assurer que les jeunes que nous formons sont suffisamment outillés et qu'ils sont capables de mener leurs activités selon les normes. Et cette partenariat, nous l'avons fait, surtout les mentorats, c'est une activité que nous avons menée en partenariat avec l'IAF qui était notre partenaire de terrain. Et chaque trimestre, pour toutes ces activités, chaque trimestre, il y avait ce que nous avons appelé des réunions d'évaluation et de validation des données. Que ce soit au niveau des prestataires, des soins, nous organisons des réunions de validation des données, c'est-à-dire toutes les données qui ont été, les données du mois, du trimestre, sont collectées dans un document qui était conçu et au niveau de la zone de santé ou au niveau de la communauté, on organisait des réunions pour valider ces données et ce sont ces données-là que nous mettions dans notre système de DHIS2 de Pathfinder. Diapositive.
En lien avec la composante plaidoyer, comme je l'ai dit, nous avons mené plusieurs activités en partenariat avec d'autres partenaires pour mutualiser les efforts et avoir les résultats communs. Par exemple, le CAFCO, l'ISADEL, comme je le dis, Jeunesse avec la coalition des grossesses non désirées, nous avons organisé beaucoup de réunions avec eux pour participer aux activités qui nécessitaient un plaidoyer pour obtenir gain de cause. Et je sais qu'avec ce partenariat, nous avons pu contribuer à la publication du protocole de Maputo, parce que c'était un document qui était vraiment gardé, qui n'avait pas d'issue, et pourtant qui était déjà validé par les pays, qui était déjà accepté au niveau des pays, mais la mise en œuvre posait problème. Mais la coalition, ces partenariats avec toutes ces organisations de la société civile et le ministère, ça a permis à ce que le protocole de Maputo soit publié au journal officiel, et ce qui rend aujourd'hui possible l'avortement, c'est l'avortement sécurisé. L'accès, par exemple, même l'accès à l'utilisation des méthodes contraceptives, c'est toutes ces réunions que nous avons menées, parce que jusque-là, les jeunes n'avaient pas accès, mais avec la loi qui est sortie, la loi de la santé publique, on a intégré que les jeunes, ils ont aussi droit à accéder à la contraception. Diapositive. Quels sont les défis majeurs? Les défis majeurs que nous avons rencontrés tout au long des 10 ans de mise en œuvre du projet peuvent se résumer autour des barrières socio-culturelles. Comme on l'a dit, tout ce qui regarde le sexe, tout ce qui regarde les avortements, ce sont des sujets qui sont controversés au niveau de la société. On n'est pas unanime à ce que les jeunes accèdent à des services sur la contraception. Il y a toujours des points de divergence sur tous les soins d'avortement. Donc, ces barrières-là continuent et les efforts doivent continuer pour que la société, au finish, puisse prouver que ce sont des interventions capitales pour garantir la santé, même la santé des jeunes, parce que la jeunesse, c'est l'avenir de demain. Ils doivent être en bonne santé. La stigmatisation aussi, c'est une des barrières. Une grande barrière au niveau de la société. L'utilisation des méthodes contraceptives, aujourd'hui, ça va parce que nous savons même que la planification familiale, c'est une intervention normée, mais avant c'était difficile. Mais il y a toujours des poches de résistance avec dans la société qui divisent les gens sur l'utilisation de tel ou tel autre service. Nous avons aussi été butés au problème d'insuffisance des ressources. Les besoins sont énormes, comme vous l'avez vu. Les besoins sont vraiment énormes pour satisfaire les jeunes, tous les besoins des jeunes, des différentes catégories. Alors, nous avons eu des ressources limitées. Nous avons pu faire ce qui était à nos moyens, mais les besoins sont encore énormes pour satisfaire tous les jeunes qui ont des besoins, qui ont des problèmes de santé sexuelle et reproductive. Ainsi, nous pouvons conclure qu'en dépit des barrières que nous avons énumérées, les barrières socio-culturelles, en dépit des stigmatisations, en dépit des suffisances des ressources, la flexibilité du financement. Donc, nous saluons ici la Fondation PACAT. Le budget, vraiment, son financement est flexible, on pouvait l'adapter. Et l'engagement des partenaires qu'on a cités tout à l'heure, les partenaires au niveau gouvernemental, au niveau local. Ces partenaires ont permis à adapter les stratégies pour mener à bien le projet que nous vous présentons aujourd'hui avec les résultats que vous venez de suivre. Nous disons aussi que la mise en œuvre du projet a démontré que l'approche communautaire, dans les évaluations que nous avons menées, l'approche communautaire est inclusive et la clé pour répondre aux besoins spécifiques des jeunes dans l'optique de l'appropriation et la pérennisation de ces acquis. Nous avons trouvé que les jeunes, dès qu'ils s'approprient une thématique de quelque chose, ils en font leur besoin, ils en font leur bien et ils vont militer pour que cela puisse continuer et le promouvoir dans leur milieu respectif. Dans la mise en œuvre, nous saluons également l'apport de l'IAF.
IAF a joué un rôle crucial en contribuant de manière significative dans l'accompagnement des activités communautaires. Comme nous l'avons dit, l'organisation International Youth Islands for Family Planning, c'était notre pied sur terrain. C'est avec eux que nous avons organisé toutes les sessions de remise à niveau. C'est eux qui ont accompagné les plans de travail trimestriels des parties des pères éducateurs et les orientations. S'il fallait distribuer les produits ou les matériels dans le coin des jeunes, nous étions toujours avec eux. C'était le pied vraiment du projet et nous saluons le travail qu'ils ont accompli et qui continuent à accomplir. Nous souhaitons vraiment que cette organisation puisse aller de l'avant et puisse toujours inspirer les jeunes dans leur milieu respectif. Voilà ce que nous pouvons dire en matière de la mise en œuvre, des activités de ce projet. Qu'est-ce que nous avons fait, quelles sont les stratégies, les activités que nous avons menées pour que nous puissions atteindre les résultats qui vous ont été présentés tout à l'heure. Ainsi, je remets la parole à Madame la modératrice pour la suite du programme. Merci beaucoup. Merci, merci, merci beaucoup, Madame Albertine Mavinga. Je pense que vous avez vraiment bien étalé tout le parcours que nous avons euh, entrepris ensemble. Alors, nous allons maintenant passer à la prochaine séquence qui promet d'être tout aussi passionnante. Alors, nous allons maintenant passer à la voix des jeunes. Donc, je donne maintenant la parole à Mademoiselle Edith Matondo, membre du Conseil consultatif des jeunes et responsable de la recherche et de la sensibilisation à la Fondation Mwimba Texas. Elle va nous parler de ce qu'être jeune dans ce contexte, le leadership communautaire et l'impact du projet sur les jeunes marginalisés. Edith, c'est à vous. Vous avez 5 minutes. Merci. Bonjour à tous, je suis Edith Matondo, comme je venais d'être présentée chez Madame Béatrice, S'il chargée vous de plaît, Edith, recherche et est-ce que tu peux sensibilisation. mettre ta caméra, s'il te plaît? S'il vous Ah, plaît. d'accord. D'accord, est-ce que vous me voyez? Non, non, mais vous pouvez continuer. D'accord. Bon. Je suis Edith Matondo, comme je venais de le dire. Euh, je vais commencer d'abord par un témoignage. Je rapporte la voix d'une jeune fille qui, lors de nos multiples sensibilisations, l'une d'entre elles m'a particulièrement dit, à mon 16e anniversaire, lors d'une sortie avec des amis, j'ai été violée et je me suis retrouvée grosse. J'ai eu un dont je ne connaissais pas le père. Mais si j'avais ces informations avant, peut-être que je n'aurais pas pu garder cette grossesse. Aujourd'hui, avec toutes les informations que vous m'aviez données, je ne pense pas que je pourrais tomber dans le même problème. Je saurais décider quand avoir un enfant et pourquoi pas comment prendre soin de ma sexualité. En fait, ces témoignages montre, n'est-ce pas, l'importance de ces projets au milieu de jeunes. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes sont butés à ces problèmes. Heureusement pour nous, nous avions ici à Kinshasa l'Internet et tout ce qui va avec pour avoir des informations. Mais dans la plupart des cas, ces informations ne sont pas fiables. Mais avec ces projets, là, je parle déjà de son impact. Avec ces projets, les jeunes ont accès à une information vraie, fiable et au temps réel. Avec l'accès aux coins des jeunes, ils peuvent, n'est-ce pas, se procurer de services et bénéficier de tous ces services-là. On va voir que ces projets ont eu un impact visible et vrai, plus particulièrement dans la vie de jeunes avec albinisme, parce que c'est dans ce secteur-là que moi je suis. Beaucoup d'entre elles
étaient des filles mères. Mais aujourd'hui, avec tout le travail qu'on a fait avec Pathfinder et en partenariat avec IAF, on se rend compte que presque depuis, je dirais, 2019 jusqu'à présent, on compte moins de filles albinos mères par rapport aux années antérieures. Aujourd'hui, on compte beaucoup plus de filles albinos diplômées, on compte beaucoup plus de filles albinos qui vont jusqu'à l'université. Donc, on se rend compte que ces projets avaient vraiment beaucoup d'importance, a pu impacter la vie de beaucoup de jeunes. Si on peut se rendre compte de ces remarques dans notre milieu, je me demande à plus forte raison dans le milieu où des projets ont commencé depuis 2015. Donc, ces projets avaient un impact réel sur notre société. Et jusqu'à aujourd'hui, ça continue à impacter. Parce que les informations que les jeunes ont aujourd'hui, ils ne les gardent pas pour eux-mêmes. C'est devenu comme une information qui se véhicule partout. Parce que chaque jeune, partout où il se trouve, elle se trouve, diffuse ces informations, les partage à ses amis, les partage à ses petites sœurs, les partage, n'est-ce pas, à ses camarades. Donc, on voit que ces projets ont un impact réel et visible dans le milieu de jeunes. Si je dois parler de rôle de jeune, je dirais que le jeune ou la jeunesse a un rôle très important. Ne disons pas que l'on ne peut pas faire quelque chose pour quelqu'un et le faire sans elle. Donc, c'est le faire contre lui. Alors, moi, je pense que les jeunes ont un rôle très important dans ce problème ou dans ces projets. Ils ont eu vraiment un rôle très important parce que ce sont eux qui sont le premier bénéficiaire de ces projets et ce sont eux aussi qui sont la première personne, n'est-ce pas, à divulguer ou à véhiculer cette information. Aujourd'hui, si beaucoup de jeunes sont en train de fréquenter le coin des jeunes, n'est-ce pas, c'est grâce aux témoignages de jeunes qui ont eu à fréquenter ce coin des jeunes. Parce que si l'un d'entre eux y était et n'a pas reçu les services, beaucoup d'entre eux aussi n'iraient pas parce qu'il va diviser l'information sous prétexte qu'on ne bénéficie pas des bons services. Mais puisque ces jeunes ont fréquenté le coin des jeunes et ont bénéficié des services, ils sont devenus, n'est-ce pas, des ambassadeurs de ces coins des jeunes. Donc, le jeune a joué un rôle très important dans, n'est-ce pas, l'atteinte des objectifs de ces projets. Les jeunes, notamment qui ont été formés en pérédication, les jeunes qui ont été formés en mentorat, et n'est-ce pas les jeunes qui ont été bénéficiaires aussi de ces projets, qui ont été bénéficiaires de tous les services dont le projet DCCR Ado Jeunes a offert à ces jeunes. Donc, je dirais que quand on fait un projet pour le jeune, nous ne devons pas les garder derrière ou nous ne devons pas seulement faire de bénéficiaires. Quand on fait de participants et des bénéficiaires à la fois, ça fait d'une pierre deux coups. Ils sont à la fois des ambassadeurs et ils sont à la fois des bénéficiaires. Et donc, ils diffusent plus et alors rapidement l'information par rapport aux autres médias que nous pouvions utiliser. Je veux parler aussi de ce qui est comme plaidoyer, comme ce que nous avions fait ensemble avec Pat Ponder. Durant toute notre insertion dans ce projet, on a mené beaucoup de plaidoyers, notamment sur ce qui est à l'accès à ces soins, l'accès à l'information par rapport aux jeunes avec albinisme et autres vulnérables et autres personnes vivant avec handicap. Mais je pense que ces plaidoyers ne devraient pas s'arrêter puisque le projet fait prend fin aujourd'hui. Non, moi je pense que beaucoup de jeunes aussi ont besoin, n'est-ce pas, de ces informations, ont besoin, n'est-ce pas, de ces projets. S'il y avait de coins des jeunes partout à Kinshasa, je dirais même aujourd'hui, même le taux d'avortement, le taux de grossesse indésirable pourrait peut-être baisser. Déjà avec pratiquement 6 coins de jeunes, ça a baissé. Alors à plus forte raison, s'il y en avait 12, 18 ou 20, on va voir qu'il y aurait beaucoup plus de résultats que ce que Mme Béatrice venait d'énumérer avant moi. Alors, je demanderais aussi s'il y aurait moyen que ces projets puissent être implémentés dans d'autres provinces. Parce qu'ici à Kinshasa, il y a beaucoup d'organismes qui militent sur la question de la santé sexuelle et reproductive. Mais peut-être cette visibilité-là dans d'autres provinces, il n'y en a presque pas. Alors, beaucoup de nos sœurs, beaucoup de nos frères dans le province manquent, n'est-ce pas, de cette information, ne bénéficient pas totalement de cette information. Ils sont soit informés, soit sous-informés, soit informés de la mauvaise manière. Mais si ces projets, avec, n'est-ce pas, l'appui de tout le bailleur et des décideurs qui ont mis en œuvre ces projets financièrement ou matériellement, s'ils pouvaient, n'est-ce pas, voir dans quelle mesure du possible. Oups, c'est comme s'il y a une coupure. OK. Nous allons remercier Edith pour ce vibrant témoignage.
Je ne sais pas si vous avez été ému comme moi, mais mon Dieu, elle me donne la chair de poule, tellement elle parle bien. Merci beaucoup, Edith Matondo. Nous allons maintenant passer à la phase des partenariats stratégiques. Je vais inviter humblement Monsieur Mbadou Fidèle, directeur du Programme national de santé de l'adolescent, le PNSA, ainsi que le docteur Didier Lukeme, le médecin et chef de division chargé de la formation au PNSA. Ils vont nous parler de l'intégration des acquis des projets dans les politiques nationales. Nous allons commencer avec le directeur Mbadou. À vous la parole. Merci beaucoup, Madame Béa, pour la parole. Effectivement, je suis Mbadou Mwanda Fidèle, directeur du PNSA. Le PNSA, c'est un des partenaires avec lequel ce projet a beaucoup travaillé. Et donc, je me sens beaucoup plus à l'aise de témoigner. Et bien sûr que c'est avec beaucoup de soucis parce qu'on aurait bien voulu que ce projet continue. Je n'ai pas beaucoup de minutes. C'est juste pour dire que le programme qui a travaillé en partenariat avec ce projet avait pour mission, c'est d'améliorer la santé des adolescents et des jeunes, intégrer les interventions spécifiques dans le système national de santé, d'assurer la qualité et l'accessibilité des services de santé des adolescents et des jeunes. Suivant. Alors, par rapport à notre partenariat PNSA Pathfinder, nos réalisations, c'est que grâce à ce partenariat, on a eu un cadre de concertation entre les DS, RADO et jeunes qui a été fondamental. Ce projet a permis au programme de disposer des outils d'information et de communication. Comme vous le savez, l'information est capitale pour l'adolescent et le jeune. Donc, tous ces outils d'ISC, nous les avons grâce à l'appui de Pathfinder. Et Pathfinder a accompagné le programme à développer des normes cliniques pour le prestataire. Vous savez, le prestataire sans normes cliniques, et parfois la qualité n'est pas bonne. Mais grâce à ces normes cliniques qui ont été vulgarisées et qui sont utilisées, et nous sommes sûrs de l'assurance qualité lorsque les soins sont offerts aux adolescents et jeunes. Alors, on a créé le coin des jeunes, qui sont en fait des espaces conviviaux qui réduisent la stigmatisation. Et on a mené beaucoup de recherches opérationnelles pour évaluer et améliorer l'efficacité du modèle. Alors, ce que le PNSA a beaucoup aimé, c'est que les activités qui étaient mises en œuvre par Pathfinder étaient accompagnées du volet recherche. Donc, les évidences nous aidaient à améliorer l'offre de services. Et ça, nous avons beaucoup aimé. On a organisé beaucoup de recherches avec Pathfinder, de sorte que, à part l'Université de Tulane, c'est Pathfinder qui a beaucoup travaillé avec nous en croyant à la recherche, en générant des évidences. OK? L'autre dia. Le dia qui suit. Alors, parmi les résultats clés, c'est l'amélioration significative de connaissances et de pratiques des adolescents et des jeunes, surtout les jeunes qui fréquentaient le coin des jeunes. Alors, dans le coin des jeunes qui ont été implémentés dans le cadre de ce projet, quand vous y allez, il y a un accueil convivial, il y a la confidentialité, mais surtout la gratuité des services, parce qu'avec le coupon, ça a permis aux jeunes vraiment de fréquenter le service. Et on a remarqué, parce que nous allons souvent en supervision, une réduction des obstacles psychosociaux et de la stigmatisation grâce au coin des jeunes mis en place par le projet. Suivant. Alors, comme approche innovante,
parce qu'il y en avait beaucoup, c'est que on a testé une approche de réduction des méfaits liés aux avortements non sécurisés. On a établi des standards cliniques pour le soin complet d'avortement en RDC. C'était parmi les premiers projets qui ont abordé la question des avortements. Et comme nous le savons, la question d'avortement est restée sensible, mais il est de moins en moins. Mais quand le projet l'a abordé, bon, mais les gens se disaient, mais qu'est-ce qui va arriver? Mais on a précédé justement par une recherche en utilisant l'approche de réduction des méfaits et on a eu des normes, lesquelles normes sont intégrées dans notre politique, n'est-ce pas, de santé de l'adolescent aujourd'hui. Dia. Alors, conclusion et prochaine étape, c'est que le PNSA s'engage à intégrer les acquis du projet dans nos stratégies nationales. Ça, c'est clair et ce n'est pas à discuter. Nous nous rappelons toujours qu'avec ce que nous avons développé dans le cadre de ce projet, les normes, les outils essais, ils sont utilisés lorsque nous renforçons les capacités des prestataires, et ce qui permet justement d'améliorer l'offre de services. Et le projet s'en va, c'est bon, et la tristesse, ce sont des ressources en moins. Et donc, l'idéal aurait été pour nous, c'est de donner encore plus de moyens à ce projet qui termine pour qu'il continue. Tout à l'heure, il y a Mademoiselle Matondo qui a pris la parole et nous l'avons tous suivi. Et c'était un projet qui, pendant 10 ans, et c'était 10 années continues, c'est ça l'avantage de ce projet, pendant 10 ans continus, il nous laisse avec le coin des jeunes, il nous laisse avec le prestataire formé, il nous laisse avec le père éducateur, avec tout le matériel IEC, avec lesquels nous allons continuer à offrir des services aux adolescents et jeunes. Et donc, nous nous rappellerons toujours de ce projet toutes les fois que nous irons dans les formations, dans les établissements de soins. Nous rencontrerons le prestataire et nous savons que ces prestataires ont été formés avec les outils, les normes cliniques de notre grand projet qui aujourd'hui nous dit au revoir. Mais nous, on est triste parce que c'est vrai qu'on se quitte, mais j'aurais voulu que le projet continue. Voilà. Alors, merci à Pathfinder et à tous les partenaires pour ce travail collaboratif. Et surtout à son équipe, Madame Mavinga et Madame Béatrice, et à tous les autres partenaires de Pathfinder qui ont travaillé avec nous. Et c'était, comme on dit, de bonnes personnes qui sont arrivées au bon moment et qui ont fait du bon travail avec nous. Je vous remercie. Merci beaucoup, directeur Mbadou. Le plaisir est vraiment partagé. Je passe la parole au docteur Didier Lukeme. Merci. Ok, merci beaucoup, maman Béatrice. Je suis docteur Didier Lukeme. Je suis chef de division chargé de la formation au programme national de santé de l'adolescent, qui est directeur Mbadou venait à peine de présenter la mission à l'EREST. Et puis, je voulais juste partager l'expérience avec tout ce que nous avons eu à accompagner ces projets nécessaires ados et jeunes. Nous avons eu cette chance de l'accompagner depuis des années dans plusieurs domaines, que ce soit au niveau des renforcements des compétences des prestataires cliniques communautaires
et les restes et dans l'élaboration de certains supports. Alors, 10 ans après, le projet a produit beaucoup d'acquis. Euh, Beaucoup d'activités sont à capitaliser, à pérenniser. Vous imaginez que c'est 10 ans avec tout ce que nous a produit ici comme présenté comme activité. Normalement, ça ne peut pas s'arrêter. Et tout ce qu'il y a eu comme témoignage, on ne peut pas quand même les laisser passer comme ça. Les projets à penser, contrairement à d'autres, à mettre en place un plan de pérennisation. Ce plan de pérennisation, c'est juste pour capitaliser certains acquis. On a trouvé que c'est très, très important. Parmi les acquis, d'ailleurs, vous avez entendu, tout le temps, on est en train de revenir sur cet acquis, les espaces jeunes, ce qu'on appelle aussi point des jeunes. C'est ici, nous avons, on doit remercier Pathfinder et toutes les parties prenantes qui ont été impliquées dans la mise en œuvre de ce projet, mais surtout de certaines activités comme les espaces jeunes. C'est Pathfinder, c'est parmi les partenaires qui nous ont appuyés dès le développement des premiers espaces ici à Kinshasa. Ça, on doit se le dire. Et c'est une stratégie qui est de plus en plus développée pour le moment. Le programme utilise cette stratégie puisque les évidences l'ont montré, les directeurs ont fait allusion à ça. On ne peut que les remercier pour ça. Alors, ce plan de pérennisation que Pathfinder a élaboré grâce à la participation de la partie gouvernementale, mais aussi des autres parties impliquées dans la mise en œuvre du projet. Nous avons eu à développer un plan de pérennisation qui reprend certaines activités pérennisées, si on peut le dire dans ce sens, qui doivent continuer, bien que Pathfinder est en train de partir, ou le projet nécessaire a pris fin, mais d'une façon ou d'une autre, je vais dire que le projet n'a pas pris fin, puisqu'il y a eu beaucoup d'acquis qui vont continuer. Et c'est grâce à l'implication de toutes les parties prenantes qui, ailleurs, qui ont pris l'option de continuer avec les activités phares, les interventions phares, les bonnes pratiques, comme on les a citées. Alors, l'élaboration de ces plans a permis de déterminer les rôles des parties prenantes, tout le monde qui est censé euh, jouer un rôle dans la mise en œuvre. Et là, nous avons vu la partie gouvernementale, à le niveau national, donc le PENSA et le Programme national de santé des adolescents, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau de la coordination du programme national, qui a comme activité d'abord de coordonner tout ce qu'il y aura comme intervention dans les sens de pérennisation, mais aussi de coordonner les parties prenantes qui sont appelées à mettre en œuvre ces plans de pérennisation. Mais aussi le programme national de santé des adolescents aussi a ses rôles et la mobilisation des ressources additionnelles et de faire aussi le suivi et l'évaluation de tout ce qui a été planifié dans les plans. Alors, l'autre partie prenante, c'est la zone de santé qui est censée mettre en œuvre toutes les actions et interventions planifiées et même produire les rapports sur différentes prestations fournies dans le cadre de ces plans de pérennisation. Et les associations aussi des jeunes, si je ne savais, IAF et les restes, Mimba Texas, sont censés mettre en œuvre certaines interventions, dont la responsabilité a été bien déterminée dans les plans de présentation, de pérennisation. Et je pense que peut-être à la fin, on aura à partager ces plans.
et ils vont participer à certaines activités phares et voire même euh, au suivi et évaluation de ce qui a été planifié dans ces plans. Alors, comment va se passer la mise en œuvre de ces plans? Il y aura des réunions techniques de partage d'expériences entre les parties prenantes et surtout les parties qui sont dans la mise en œuvre. Il y aura aussi des réunions d'élaboration et d'évaluation et de suivi de tout ce qu'il y a eu comme intervention. Ils vont de temps en temps suivre. Et il y aura aussi des plateformes de coordination multisectorielle que j'ai. Donc, à partir de ces plans, de cette manière, quand ça va fonctionner, je crois, on peut faire le suivi et la plupart des activités peuvent continuer dans ce sens. Je voulais soulever quelque chose, c'est par rapport à cette initiative de mettre en place les plans de pérennisation, c'est dans des cas rares de voir un projet qui prend fin et qui met en place, qui a les soucis à ce que les activités puissent continuer. Et je vais recommander aussi aux autres partenaires qui, qui sont en train de mettre en œuvre leurs projets ou les projets en faveur des adolescents et jeunes, de réfléchir dès le départ pour voir comment les mécanismes à mettre en place, euh, de façon que quand leur projet arrivera vers la fin, que les activités puissent continuer et surtout d'emboîter aussi les pas que Pathfinder aille à faire. Ça sera très, très intéressant. Voilà, en quelques mots, je voulais juste partager cette expérience de Pathfinder par rapport à la pérennisation des activités. Merci. Merci beaucoup, Dr. Lukeme. Merci infiniment. Nous allons maintenant continuer avec l'engagement des partenaires. Alors, je vais chaleureusement accueillir Dr. Vicky Mbutu, médecin coordonnateur provincial du PNSR, Dr. Tom Epupola, médecin directeur du Centre Malaika, et M. Brady Bilala, directeur exécutif de IAF, pour une séquence sur les plaidoyers, les avancées juridiques et les mentorats des jeunes champions. Docteur Vicky, à vous la parole. Merci beaucoup, Maman Béa, pour la parole. Bonjour à toutes et à tous. Je suis docteur Vicky Mbutu, médecin coordonnateur provincial au Programme national de santé de la reproduction pour la ville-province de Kinshasa. C'est vraiment un grand honneur pour moi de prendre la parole aujourd'hui pour saluer le travail accompli par les projets DSSR, ados, jeunes, et en particulier son impact sur le plaidoyer en faveur des droits en santé sexuelle et reproductive. En guise d'introduction, je vais dire que les PNSR ont été étroitement associés à ces projets dès ce début. Nous avons étroitement travaillé avec les deux braves dames, Maman Mavinga et Maman Béatrice. Ensemble, nous avons partagé une vision commune, celle d'une République démocratique du Congo où chaque jeune, chaque femme, chaque personne marginalisée peut accéder à des services de santé sexuelle et reproductive sans peur, sans jugement
et avec dignité. Et en rapport avec, Dia, s'il vous plaît. Et je peux dire qu'en rapport avec les résultats, les plis marquants de ce partenariat que nous avons eu avec, dans le cadre de ce projet, c'est la publication du protocole de Maputo dans le journal officiel de la RDC. C'était vraiment un grand résultat pour nous, compte tenu des problèmes que nous connaissons en rapport avec la mortalité maternelle dans notre pays et la contribution des avortements clandestins dans les taux de mortalité maternelle. Et ce protocole longtemps attendu a désormais autorisé l'avortement dans des conditions bien définies. En cas de viol, en cas de ceste et en cas de danger pour la santé physique ou mentale de la femme. Il ne s'agissait pas seulement d'un texte juridique, mais c'était une avancée historique, un signal fort envoyé à toutes les femmes et jeunes filles de notre pays. Leurs droits compétents, leur santé compte et leur voix aussi compte. Okay. C'est ça. Ce progrès n'est pas arrivé par hasard. C'était le fruit d'un travail de longue haleine mené avec différents partenaires engagés dans les droits sexuels en santé reproductive, tels que la coalition de lutte contre les grossesses non désirées, la CAFCO, l'AIPAS, et bien sûr, les Pathfinder, qui nous a aidés à obtenir tous ces résultats. Et par rapport à ça aussi, il y a des activités que nous avons menées ensemble, telles que des conférences de débats avec des jeunes, des ateliers de clarification des valeurs, comme mes prédécesseurs l'ont dit, des rencontres avec les décideurs. Et aussi, tout ça, nous avons amené ça avec l'implication des jeunes. Les plaidoyers portés par les jeunes ont même, les plaidoyers qui ont été portés par les jeunes eux-mêmes, c'est même formé et a été un levier puissant pour faire évoluer les mentalités et les politiques de notre pays. En dehors du protocole de Maputo, nous avons également bénéficié de l'expertise technique et même financière de ce projet pour développer les normes cliniques nationales sur les soins complets d'avortement, pour aider les prestataires à faire un travail de qualité. Donc, ces normes aujourd'hui sont une référence pour les prestataires de santé qui garantissent les soins, qui garantissent les services offerts, des services qui sont sûrs, respectueux et adaptés aux besoins des jeunes. Avec ces deux résultats que nous avons obtenus grâce à ce projet, nous avons vraiment eu des avancées très significatives dans notre pays en rapport avec les droits sexuels, santé reproductive. Je crois que nous, par rapport à ça, nous remercions vraiment nos partenaires. Et en conclusion, je peux dire, je tiens à exprimer ma reconnaissance à Pathfinder à travers son projet de droits sexuels, santé reproductive des ados et jeunes pour son engagement sans faille. Bien sûr que le chemin parcouru est remarquable, mais il reste encore beaucoup à faire.
Mais les PNCR restent engagés à pérenniser ces acquis et à continuer à renforcer les capacités des prestataires et à étendre ces bonnes pratiques à l'échelle nationale. Encore une fois, nous disons merci à toutes et à tous pour votre attention et surtout merci pour votre engagement en faveur des droits en santé sexuelle et reproductive dans notre pays et particulièrement au niveau de la ville-province de Kinshasa. Et je dis et je vous remercie. Merci infiniment, docteur Vicky. Merci. Nous passons la parole maintenant à docteur Tom Sepoupola, médecin directeur du centre de santé Malaika. Tom, vous avez la parole. Docteur Toms, nous vous entendons pas. Ok, merci. D'accord. Salutations à tout le monde. C'est Dr Toms Sepoupola, un des médecins engagés dans la réflexion juridique sur la santé sexuelle et reproductive et dans le contexte juridique et sociétal complexe en RDC. En fait, notre objectif est de partager l'approche du projet DCSR ADO sur comme ça s'est déroulé dans notre pays. Dia suivant. En effet, en tant que médecin, nous avions constaté qu'il y avait plusieurs jeunes femmes qui arrivaient après une tentative d'avortement dangereuse. Et tout cela, c'était nécessairement à cause des lois qui étaient restrictives, les manques d'informations, absence de services adaptés. C'est pour cela qu'il a fallu à Pathfinder d'adopter donc une sorte de réponse humaine et pragmatique pour essayer de mener à bien, d'essayer d'inverser la situation. Bien suivant. Alors, comme constat, nous avons donc constaté que les résultats du pilote a fait recours élevé, plusieurs jeunes ont fait recours au misoprostol dans des conditions encadrées. La quasi-absence des complications graves, ce que nous craignons d'ailleurs à l'avance quand nous n'étions pas encore formés, parce qu'il faudrait le dire que dès lors que l'on nous avait parlé de l'approche, ce que nous craignons, c'est que les complications puissent être en fait une forme de barrière. Parce que vous voyez, un médecin qui essaye de porter solution à quelque chose et qu'il se retrouve d'emblée devant une situation qui essaye de lui mettre dos au mur, notamment les situations juridiques telles que nous avions, et ça nous mettait vraiment très mal à l'aise. Et nous avions donc compris qu'il y avait aussi une adoption massive des méthodes contraceptives modernes, un accès des soins aux jeunes de qualité. Nous avons donc, par rapport à tout cela, nous avons donc compris que avec cette politique, les jeunes pouvaient toujours accéder aux soins de qualité. Or, ce qui était pratiquement l'apanage des personnes qui avaient des moyens. Le projet DCSR ADO est une forme de justice qui essaye de donner à tout le monde l'accès aux soins de qualité. L'avortement sécurisé, qui était l'apanage des personnes qui avaient beaucoup plus de moyens, mais avec le minimum d'informations, le minimum de formations que nous avons donné sur terrain, nous avons vu que ça a essayé de mettre tout le monde pratiquement dans un plan de sécurité sanitaire égal. Bien suivant.
En conclusion, la santé des adolescents et des jeunes en RDC est vraiment préoccupante. Il serait peut-être difficile à quelqu'un qui n'aurait pas vécu dans nos conditions de comprendre cela, mais quand on essaye de lire les conclusions en matière de santé sexuelle, on trouve vraiment que c'est vraiment une très grande préoccupation. Alors, d'où la nécessité d'avoir certaines approches telles que les approches de réduction des méfaits dont a fait usage Pathfinder, qui a essayé de d'être plus souple et d'essayer de mettre tout le monde dans un plan d'égalité en matière de droits. Alors, cette approche a essayé donc de baliser le chemin, d'enlever tout ce qu'il y avait comme barrière, de faire en sorte que l'accès soit acceptable pour tout le monde. D'où nos remerciements à Pathfinder qui a essayé de nous mettre vraiment devant cette approche-là. Dia suivant. Est-ce que c'est bon, docteur Toms? Vous avez encore quelques minutes Bon, hein, si vous avez à ajouter. merci beaucoup, merci D'accord. pour ajouter. Donc, nous dirons que cette approche est une forme d'ouverture. Nous avons constaté que depuis que Pathfinder a osé nager à contre-courant par rapport à tout ce qu'il y avait, nous avons vu que d'autres partenaires ont suivi. Donc, Pathfinder a été donc comme un élément déclencheur. Nous aimerions que beaucoup d'autres partenaires puissent aussi suivre, emboîter les pas pour donner toujours ces soins de qualité aux jeunes. Nous souhaiterions que l'approche puisse continuer, mais fort malheureusement, nous retrouvons dans une situation où on nous dit où nous sommes informés que Pathfinder doit prendre fin, même s'il y a il y a un plan de pérennisation, mais l'approche a été beaucoup plus efficace dans le format où il a été utilisé. Ainsi donc, c'est vraiment notre souci. Les jeunes ont des sérieux problèmes dans notre pays. Il y a un sérieux problème en matière de santé sexuelle et reproductive dans notre pays. Et des pareils projets constituent donc de, comment je peux dire, un moyen qui peut faire en sorte que les jeunes qui sont défavorisés, les jeunes qui sont en milieu ruraux, qui sont défaillants des informations en matière de santé sexuelle et reproductive, puissent aussi se retrouver dans leur coin qui est propre, dans leur coin qui préserve leur confidentialité et qui leur offre des soins de qualité tout en préservant leurs droits en tant que jeunes. J'ai dit et je vous remercie. Merci beaucoup, docteur Toms. Merci pour ce témoignage. Nous passons maintenant à Maître Brady Bilala, directeur exécutif de IAF. À vous la parole, Brady. Alors, merci pour la parole qui m'est accordée, Madame. Je suis Maître Brady Bilala, directeur exécutif de l'ONG Alliance internationale de jeunes pour la planification familiale, qui est une ONG qui travaille essentiellement sur la question de la promotion et la défense des droits des femmes et des jeunes dans le domaine de la santé et de la reproduction, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de l'entrepreneuriat, mais aussi dans tout ce qui concerne la paix, démocratie et inclusion. Dia, s'il vous plaît. Alors, comme une organisation nationale, IAFP intervient, comme je l'ai dit, notamment dans le domaine de la gouvernance et leadership. Et là,
il apporte tout son soutien aux jeunes pour qu'ils puissent aussi entretenir ou entrevoir toucher ou traiter les questions de paix et démocratie. Et là, nous nous basons aussi sur l'entrepreneuriat. Diapo, s'il vous plaît. Alors, il nous a été demandé de pouvoir aborder la thématique sur le mentorat de jeunes comme le mentorat de jeunes champions comme un des piliers du projet droits sexuels et reproductifs des adolescents et jeunes. Oui, le mentorat comme l'un des piliers de ces projets était essentiel pour pouvoir impliquer les jeunes activement dans l'optique de l'appropriation du projet, mais aussi dans l'optique de pouvoir leur permettre à pouvoir siéger aux différentes instances de prise de décision. Parce que lorsque les jeunes ne sont pas impliqués sur les questions qui leur concernent, directement, il est aussi difficile de pouvoir trouver des solutions adaptées par rapport à leurs problèmes. C'est pourquoi il avait été, en tout cas, démontré à travers ces projets que les jeunes ne sont pas seulement des bénéficiaires, ils sont des acteurs du changement. Alors, l'objectif du mentorat dans le cadre de ces projets nécessaires était vraiment de pouvoir créer une génération de leaders capables de défendre leurs droits dans divers domaines, mais aussi et surtout dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive. Diapo, s'il vous plaît. Alors, à travers ces projets, IAFP, comme un de partenaires au niveau communautaire, a pu, avec l'aide bien sûr des autres parties prenantes, notamment la partie gouvernementale, là nous citons directement le Programme national de santé de la reproduction, mais aussi le Programme national de santé de l'adolescent, allais-je dire, mais aussi avec les concours des autres organisations communautaires. IAF a pu accomplir un certain nombre des actions très importantes, notamment la formation de jeunes champions sur le leadership, le plaidoyer, la communication efficace, la création de clubs et d'associations dans les différentes zones qui ont été ciblées, donc les 3 zones de santé, Massina 1, Ngiringiri et puis Matete. Mais aussi l'inclusion de ces jeunes marginalisés qui étaient bénéficiaires aussi du projet, donc le jeune sourd et muet, les albinos et les personnes vivant avec handicap. Dia. Alors, toutes ces actions menées avec le concours de nos partenaires, comme je l'ai dit, avec le concours du PNSA et des autres parties prenantes impliquées dans le projet, toutes ces actions-là ont produit un impact concret au niveau communautaire. C'est ce qui a fait en sorte que nous puissions, ensemble avec toutes ces parties prenantes-là, organiser des campagnes de sensibilisation dans les écoles, dans les églises, dans le lieu public, dans l'optique de pouvoir permettre aux jeunes, mais aussi aux femmes, de pouvoir accéder à la bonne information et aussi pour ceux qui désirent bien avoir le service, d'être référés vers les structures que Pathfinder avait mises en place pour prendre en charge le besoin de jeunes en matière de contraception. Et donc, nous avons également organisé des discussions communautaires pour pouvoir briser les tabous qui comme nous le savons dans notre pays, et parmi les barrières qui entravent l'accessibilité de jeunes et même de femmes à la bonne information, mais même aux services qui leur sont offerts dans le domaine de la santé
de la reproduction. Nous avons également organisé des rencontres avec les décideurs pour influencer les politiques. Et donc, il y a eu des plaidoyers à haut niveau avec le concours de tout le monde pour pouvoir vraiment toucher les décideurs clés sur la question de la santé sexuelle et reproductive pour le jeune, dans l'optique de pouvoir ensemble voir comment est-ce que ces décideurs-là et qui détiennent une portion de pouvoir, de voir dans la mesure du possible et comment est-ce qu'ils peuvent influencer les politiques et améliorer cela en faveur des adolescents. Ce qui est abouti notamment, par exemple, juste à la promulgation du protocole de Maputo, même à l'élaboration de normes et directives sur le soin complet d'avortement, mais aussi à la publication de l'arrêté sur l'offre de contraception à l'intention de jeunes et de femmes qui constituent également, qui sont également le fruit de ces différentes rencontres que nous avions eu à participer avec des organisations de jeunes qui étaient impliquées dans le cadre de ces projets. Et nous avions contribué dans tout ce qui est comme étant des actions de recherche qui étaient pilotées au plus haut niveau par le Programme national de santé de l'adolescent. Alors nous, comme des organisations communautaires, on avait accompagné pour pouvoir contribuer à tout ce qui a trait avec la réduction des obstacles psychosociaux. Dia. Alors, nous pensons que cela est très, très important. Donc, le mentorat de jeunes qui, en fait, fait référence à l'implication significative et active de jeunes au niveau sur les questions en rapport avec la santé de la reproduction. Cela est très important et nous pensons que cela compte pour nous dans l'avenir parce que le mentorat crée une génération engagée. Donc, lorsque le jeune se retrouve impliqué, ils deviennent engagés et ils prennent à bras le corps leurs propres actions et ils s'en approprient. Et lorsqu'ils s'en approprient, il y a des réponses adaptées à leurs besoins qui soient trouvées. Donc, nous pensons que c'est vraiment très important, comme j'ai dit, pour l'avenir, de pouvoir toujours maintenir ces caps-là, maintenir cette stratégie de mentorat de jeunes champions, parce que c'est là, comme je l'ai dit, crée une génération engagée. Mais aussi, cela est important pour l'avenir dans l'optique de la pérennisation des acquis. Aujourd'hui, le projet DSSR est en train de fermer, mais le projet a permis à ce qui est de jeunes au niveau de différentes zones de santé qui ont été formés, qui ont été ciblés, soient formés comme de pères éducateurs, lesquels jeunes vont continuer à mener des activités au niveau communautaire et cela entre dans le cadre de la pérennisation de ces acquis-là et dans l'optique de la continuation. Et aussi, ce qui va de soi dans tout ce qui va en rapport avec le leadership durable pour la santé de la reproduction en RDC. Dia, je pense que c'est pour finir. Alors, voilà, c'est ce que nous Très pouvons dire. rapidement, s'il vous plaît. Merci beaucoup. C'est ce que nous pouvons dire vraiment en ce qui concerne le mentorat de jeunes champions dans le cadre de ces projets et également nous profitons de l'occasion pour nous, comme IAFP, remercier vivement Pathfinder ainsi que tous les partenaires qui ont contribué à l'atteinte de résultats de ces projets, car ces projets ont permis particulièrement à IAFP de devenir une organisation viable et considérée par les autres organisations internationales et même le bailleur qui directement, de nos jours, travaille avec IAF grâce à tout ce que le projet a apporté comme appui au niveau organisationnel. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup de tout cœur.
Alors, nous allons terminer. Voilà, nous allons rapidement clôturer. Je passe rapidement la parole à Dr. Marie-Claude pour pouvoir dire les mots de la fin. Merci. OK. Ah, le mot de la fin, on voudrait clôturer, c'est vraiment un grand merci. Un grand merci à chacun et chacune de vous pour votre participation. Un grand merci aux, aux intervenants par leur brillante présentation qui nous a fait faire le parcours. Nous sommes rentrés sur les 10 années de mise en œuvre du projet et nous avons vu, nous avons suivi cette expérience intéressante à travers les différents accomplissements, les différents témoignages. Et grand merci à tous les partenaires, aux pères éducateurs, aux jeunes de toutes les catégories, aux prestataires des soins qui se sont investis pour rendre leur service inclusif, notamment pour les sourds-muets. Et merci beaucoup. Donc, le projet PACA nous laisse un héritage précieux que nous devons préserver et pérenniser. Donc, l'appel, le mot de la fin, c'est un appel. Un appel à continuer le plaidoyer, à soutenir cette approche des coins des jeunes qui a montré ses preuves. Les études, les évaluations qui ont été menées ont montré les résultats très encourageants. Donc, et un appel à continuer à travailler ensemble pour garantir les droits en santé sexuelle et reproductive des jeunes et des adolescents partout dans le pays, partout en Afrique et partout dans le monde. Merci beaucoup. Et nous clôturons par là notre webinaire. Je remets la parole à Béatrice. Merci beaucoup, Dr. Marie-Claude. Je ne vais pas répéter ce que Dr. Marie-Claude a dit. Mes remerciements vont à tout le monde, surtout à tous ceux qui ont pris le temps de nous écouter. Et vraiment, merci d'avoir voyagé avec nous. Nous avons tous les documents, tous les outils nécessaires à votre disposition. N'hésitez pas à contacter Pathfinder si vous voulez avoir accès au rapport, à tout ce que nous avons accompli pendant ces 10 années. Mon grand remerciement, c'est à l'équipe Pathfinder, c'est à la Fondation Packard et surtout à Mama Betty, mon assistante,